aujourd'hui, des avocats sont nés. Vous allez, à partir de demain, quitter, comme le dit mon bâtonnier, la douceur intra-utérine de l'école des avocats pour vous confronter à l'extérieur. Vous y reviendrez dans cette école des avocats parce que je vous rappelle que vous avez 20 heures d'obligation de formation continue par an, dont 10 heures de pratique professionnelle et de déontologie. Avant de quitter la douceur intra-utérine, je me régale de dire ça, la douceur intra-utérine de l'école des avocats, je pense que vous le ferez tout à l'heure, collectivement par la voix de votre délégué ou individuellement, remercier ceux qui se sont occupés de vous pendant toute votre scolarité, c'est-à-dire le directeur de la formation initiale, Christophe Touza, Corinne Fiat, c'était presque votre maman à l'école, Corinne. Fatia Axiel, mais aussi Candice et Virginie, que vous avez vues tout au long de votre scolarité. Donc, mes chers confrères, puisque maintenant je peux vous appeler mes chers confrères, par la robe portée et par le serment prêté, vous voici devenus avocats. Ce que je vous dis très simplement, c'est que cette robe, même si vous la portez rarement physiquement, selon ce que sera votre exercice professionnel, elle doit vous coller à la peau. Elle doit vous coller à la peau que vous exerciez au palais ou en cabinet, voire peut-être dans l'entreprise, et quel que soit votre domaine d'activité. Votre serment et la déontologie à laquelle il renvoie sont votre spécificité et sont la garantie des droits de tout un chacun. Ils sont même bien plus, puisque vous savez que, et je ne pense pas que ce soit obsolète, vous devez le respecter également dans votre vie privée, et que dans une société qui est en perte totale de repères, vous devez être des références et des exemples. Dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, et l'humanité n'est pas le moindre des termes du serment. Voilà le serment que vous avez prêté ce matin. Mais aussi, c'est l'article 3 du décret déontologie, honneur, loyauté, désintéressement, confraternité, délicatesse et courtoisie. Mais encore, compétence, dévouement, diligence et prudence. Il n'est pas né ou je ne l'ai pas connu l'avocat qui a su concilier tous ces principes dont certains peuvent paraître très contradictoires. Il en est un sur lequel je veux insister aujourd'hui et dont le choix du parrain de votre promotion montre que vous avez compris qu'il est essentiel. C'est l'indépendance et son corollaire le courage, car sans courage il n'y a pas d'indépendance. Tout avocat, quel que soit son domaine d'activité, aura un jour à faire preuve d'indépendance. C'est une vertu difficile, tant il est plus facile de dire oui que non, et de faire ce que la majorité attend de vous et d'être dans la connivence plutôt que dans le conflit, tant il est plus facile de rester dans le troupeau que d'en sortir. L'indépendance donc, vertu essentielle, consubstantielle à l'avocat, et que notre exercice en confrérie auto-régulée vous aide à maintenir. C'est cette vertu cardinale que vous avez voulu célébrer en choisissant notre confrère Dupond-Moretti pour parrain, que j'ai le plaisir d'accueillir et qui est venu, malgré son emploi du temps chargé, pour vous souhaiter bonne route. Cela me permet une nouvelle fois de vous lancer une exhortation. Alors, mon exhortation habituelle, elle vient de la Grèce antique, elle vient de Rome, qui est notre mère. J'aurais voulu vous dire, lève-toi, jeunesse d'Athènes, et reprends le flambeau des gloires, mais je veux rester dans la modernité. Je suis allé voir hier après-midi Star Wars 7 avec mes petits-enfants. Alors, je vous dis aujourd'hui, par la robe portée, vous êtes devenus des Jedi, que la force soit avec vous. Et en lingua nostra, forza siage am vos.
Nicolas Micro, bien que le micro soit un objet très incongru pour un avocat, Pierre Palmer, qui est le major de votre promotion. C'est pas évident. Le micro, monsieur Palmer. Non, prenez-le et mangez-le, parce que ça... Dans l'inconscient collectif, l'avocat prend toujours la parole avec assurance. Ces mots touchent le cœur de son juge, atteignent l'âme de son auditoire, résonnent avec force contre les pierres des palais de justice. Et pourtant, l'avocat vit cette expérience publique bien différemment, dans le prisme de son intimité. Pour lui, il n'y a pas de prise de parole aisée, pas de prise de parole sans prise de risque. Sa gorge est sèche, ses mains sont moites, son cœur est fébrile. Il jauge le poids des mots. Il mesure chaque inflexion de sa voix, réfléchit à chaque silence. Il sait que ces mots doivent parler des mots d'autres que lui, qui ont placé leur confiance en lui. Qu'ils doivent exprimer avec justesse leur personne, leur vie et parler de la loi. Il sait les conséquences pour eux, s'il échoue à faire parler les mots, pour qu'à leur tour, il parle à son auditoire. Il sait les doutes qui assaillent, la peur qui saisit. C'est pourquoi il m'est aujourd'hui très difficile de prendre la parole avant mon très estimé confrère, maître Éric Dupond-Moretti. Homme de cœur, orateur de génie, pénaliste à la voix tonnante, épris de justice et pétri par elle, maître Dupond-Moretti nous a fait le plus grand des honneurs en donnant son nom à la promotion 2014-2015 de l'école des avocats Centre-Sud. Avocat au sans-acquittement, avocat fidèle à son serment, il est de sa propre confession, de ceux qui n'embrassent pas les mondanités, de ceux qui préfèrent qu'on se joigne à lui autour d'un verre de pastis plutôt qu'autour d'une coupe de champagne. Il représente aussi bien souvent, pour les laissés pour compte, les condamnés avant jugement et les voix oubliées, une ultime chance d'être entendu. Et c'est une grande fierté pour moi que d'appartenir à une promotion portant ce nom. Si j'ai pris la parole aujourd'hui avec la voix tremblante, ce n'est pas parce que j'ai peur que ma voix n'atteigne pas vos cœurs, ou qu'elle ne résonne pas assez fort dans cette salle. Non, j'ai confiance dans l'indulgence qui est la vôtre, dans nos valeurs de confraternité et de délicatesse. Si j'ai pris la parole aujourd'hui avec cette voix tremblante, c'est que je souhaite que les valeurs de notre parrain transcendent notre promotion. Qu'en tant qu'avocat et en tant qu'individu, nous soyons traversés par notre serment, par le poids de ces mots. Nous avons choisi, en épousant cette profession, la plus belle et la plus dure des voies. Nous avons choisi d'être ceux qui seront les réceptacles des craintes, des malheurs et des espoirs des justiciables. Nous avons choisi d'être ceux qui accepteront les justes lois, les légitimes décisions et les situations qui nous dépassent. Mais nous avons également choisi d'être ceux qui se dresseront contre l'injuste, l'arbitraire et l'inique. Je crois que, en ces temps troublés, il est important de le rappeler. Nous partageons tous dans cette salle un serment et un esprit de liberté. Qu'il s'agisse de défendre la liberté du commerce et de l'industrie, en conseillant petites entreprises et grands groupes, de protéger l'intérêt d'une famille ou d'un enfant en difficulté, de soutenir ou représenter une personne mise en cause ou victime d'une infraction pénale. Nous sommes les fers de lance des libertés, les porteurs de la contradiction et les garants de l'état de droit. Pour ces libertés, nous nous battrons en traçant des lettres et des mots sur du papier, en argumentant avec force dans les prétoires, en élaborant des stratégies juridiques en adéquation avec les intérêts de nos justiciables. Ce combat, cette lutte pour l'état de droit, nous l'assumerons avec courage, avec comme seules armes nos esprits et nos mots, sans jamais céder à la voix du faible qui, faute d'arguments convaincants pour faire valoir ses vues, essaie de les imposer par la terreur et la violence la plus froide. À cela, nous nous opposerons avec nos plumes les plus habiles, plus fortes que des épées, et toute l'éloquence de notre humanité, pour dissiper toute peur. Parce que nous sommes les voix qui dénoncent, celles qui jamais ne renoncent. Nous sommes les avocats de demain, et c'est une immense fierté pour moi que d'être l'un d'entre vous. Chacun de vous constitue la plus belle des sources d'inspiration pour moi. Le courage sans faille de l'un, l'humilité
sans maille de l'autre. L'intelligence brillante de celle-ci, la passion ardente de celle-là. Que nos esprits tourbillonnent pour le droit, que nos cœurs palpitent d'humanité, que nos âmes vibrent pour la justice, parce que nous sommes les avocats de demain. Comment vous dire? D'abord, mon immense émotion et mon immense fierté d'être ici, parce que ce qui vaut d'abord, c'est le regard de ses pairs. C'est la seule véritable reconnaissance. La reconnaissance du client est à vrai dire assez rare. La reconnaissance médiatique est éphémère. C'est important pour un avocat pénaliste, la médiatisation, mais ça ne fait pas tout, et un bon avocat n'est pas un avocat qui passe à la télé. Alors je suis ému et très honoré d'être ici, désespéré en même temps sur le plan personnel parce que votre arrivée nous pousse un peu vers la sortie. Ce que d'abord je voudrais vous dire, c'est que tout commence aujourd'hui naturellement pour vous. Alors, dans le monde judiciaire que vous allez découvrir, il y a naturellement d'abord la peur. Celle qui me touche infiniment parce que, comme tous les avocats, je l'ai connue. J'aurais pu dire, à voir vos mains, que vous êtes un jeune avocat. J'aurais pu dire, en entendant votre voix, que vous êtes un jeune avocat et il faudra que vous surmontiez vos peurs. La peur du premier client, de la première audience correctionnelle, de la première cour d'assises, de la première cour d'assises médiatisée, de la première cour d'assises avec un enjeu considérable. Vous passerez votre vie à passer des examens. Des examens vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du public, vis-à-vis du client que vous avez l'honneur de défendre et vis-à-vis des juges qui ne, évidemment, se privent pas de vous regarder de façon assez critique. Vous aurez aussi affaire aux magistrats. Vous en rencontrerez parfois des bons, ils sont rares. Et puis vous rencontrerez des méchants, des tordus, des gens qui sont rentrés là pour régler leur compte avec la vie, qui vous détestent, qui vous jalousent, qui vous maudissent. Ayez à l'esprit qu'un bon juge est quelqu'un qui aime les avocats. En réalité, le bon juge aime le contradictoire que lui apporte l'avocat. C'est un insupportable contradictoire. Parmi vous, personne n'aime évidemment être contredit. Personne n'aime avoir tort. C'est la nature humaine qui est ainsi faite. Pour ne rien vous cacher, j'aurais été un très mauvais juge. Je déteste avoir tort. Et je n'ai pas choisi la magistrature à raison de cela. Mais il en est qui entrent dans une salle d'audience avec naturellement une idée préconçue, ce que l'on appelle classiquement un préjugement, et qui n'ont pas du tout envie de vous entendre dire que peut-être ils se trompent. Ceux-là ne sont pas de bons juges. Les bons juges nous aiment, nous respectent et ils nous attendent. Ils ont une véritable gourmandise du contradictoire insupportable que nous allons leur donner. Sachez que les magistrats ne nous aiment pas en règle générale, mais ils nous méprisent quand nous sommes complaisants. Ne soyez pas complaisants. S'il fallait ajouter un mot à leur serment, il faudrait ajouter humanité. Il n'est pas dans leur serment. S'il fallait en retrancher un d'une autre, ce serait délicatesse. C'est un mot dont, à vrai dire, je ne connais toujours pas le sens. Car quand vous vous levez pour dire non, je ne suis pas d'accord, non, je n'accepte pas la façon dont vous parlez à celui que j'ai l'honneur de défendre, eh bien vous n'êtes plus délicat. Et il faut assumer cette indélicatesse, elle est consubstantielle à ce que nous sommes. Je veux ensuite vous parler des critiques qui assaillent notre profession et qu'il faut assumer complètement. La théâtralité, assumez-la. Ça fait partie des règles de la rhétorique depuis Cicéron. D'ailleurs, nous sommes dans une théâtralité judiciaire, avec une salle d'audience, un rituel, des costumes, une liturgie. La vérité. Assumez l'idée que nous ne sommes pas là pour la vérité. Nous sommes là pour faire triompher la vérité de celui que nous avons l'honneur de défendre.
Et le reste, au fond, nous importe peu. La vérité, c'est l'histoire du juge. Lui, il n'a pas le droit de se tromper. Et il se souvient rarement que coexistent des vérités plurielles, celles des parties civiles, celles de l'accusé, celles des accusés, celles des journalistes, celles du public, la leur. Et toutes ces vérités, voyez-vous, nous importent peu. La seule qui compte, c'est celle de celui que nous avons la charge de défendre. Je vous rappelle que l'avocat est celui qui prête sa voix à celui qui n'en a plus. Il faut faire un effort absolu dans la présentation de l'argumentaire. L'avocat doit choisir ses mots. Il doit travailler beaucoup. S'il n'a pas l'éloquence naturelle, qu'il travaille 2 heures de plus. Les mots, il faut les polir comme une lame de couteau, il faut l'affûter. Les mots, il faut les choisir, le style, il faut le faire. Ce qui est très difficile pour un jeune avocat, c'est de trouver son style. Ça n'est pas d'imiter tel ou tel maître de stage, tel ou tel mentor, pas du tout. C'est d'en prendre un peu parce que ce métier est un métier de transmission, de tradition orale, et c'est d'en laisser beaucoup. Il faut que vous appreniez à devenir vous-même, et c'est peut-être là le plus difficile. C'est Camus qui dit que mal nommer les choses, c'est aggraver les malheurs du monde. L'arme de l'avocat, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le mot. C'est aussi le courage, et je voudrais qu'on s'y arrête 2 petites secondes sur le courage. C'est un mot qui est galvaudé. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être un avocat courageux. Merci de me rendre cet hommage, il est excessif. Un jour, voyez-vous, je sortais d'une audience après un incident assez violent et je suis allé prendre un verre avec une avocate tunisienne à l'époque de Ben Ali. Et elle m'a dit ce que très aimablement vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes courageux. Je lui ai dit mais pas du tout, moi vous savez tout ce que je risque c'est un papier demain dans le journal pour dire que j'ai dit au président ce que je pensais devoir lui dire. Mais vous, si vous dites le quart de ça, vous allez en prison. Elle était allée en prison, ça c'est le courage. Je voudrais vous parler de ma fiancée. Elle a 90 ans, elle s'appelle Camille Giudicelli. Elle est avocate au barreau de Marseille. La République l'a oubliée pendant des années, elle vient de recevoir il y a 2 jours la Légion d'honneur sur le contingent du ministère de la Défense parce qu'elle a résisté. Son père a été arrêté, emmené en déportation par la milice italienne et elle a pris le flambeau de son père, elle avait 16 ans, entendez-moi, et elle a transmis des documents à la résistance algéroise, en sachant naturellement parfaitement ce qu'elle faisait. C'est-à-dire que chacun de ses pas, avec ses documents, était synonyme peut-être de mort à venir. Ça, c'est du courage. Camille, pendant son discours, elle a eu cette formule absolument magique, elle a dit, vous savez, on peut couper les fleurs, mais on ne peut pas arrêter le printemps. Et elle aurait pu s'arrêter sur ces lauriers qu'elle avait vaillamment cueillis, pas du tout. Elle est devenue avocate. Et ça signifie cette continuation du combat dans une société aujourd'hui pacifiée. Que les injustices subsistent, naturellement, elles sont différentes. Mais il y a, mesdames et messieurs, mes chers confrères, une bataclanisation de notre justice. On est en train d'accepter l'inacceptable. Au nom de la guerre, au nom de la lutte contre je ne sais quel djihad, au nom de ceux qui nous ont fait du mal, au nom du victimaire, au nom du sécuritaire, petit à petit, subrepticement, lentement, mais sûrement, on accepte des choses qui, il y a 20 ans, auraient été pour nous totalement inacceptables. Et c'est en cela que l'avocat d'aujourd'hui, il a toute sa place. Toute sa place. Vous voyez, tout le monde s'est mis à genoux devant l'état d'urgence. Et il y a quelques avocats qui ont dit, mais l'état d'urgence, c'est pas possible. Parce que ça génère quelques dérives. Moi, je l'ai déjà dit, à défaut d'être courageux, je suis un droit de l'homiste du Café de Flore. J'aime bien cet endroit au fond. On n'y boit pas que du Ricard d'ailleurs. Que vous dire d'autre? À vrai dire, plus grand chose. Vous avez le choix maintenant. Soit de faire un boulot plan-plan, soit de ne pas utiliser votre liberté, soit de l'utiliser pleinement avec, évidemment, tous les doutes
que cela peut faire naître. Il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Vous savez, quand on est devant la cour d'assises, avant de faire un incident, on se dit, dois-je le faire? Et quand ça s'est mal passé, on se dit, j'aurais pas dû le faire. Et en même temps, si on ne le fait pas et que ça se passe mal, on se dit, j'aurais dû le faire. Et le chemin, vous allez le trouver vous-même, mais il faut que vous écoutiez votre courage, et si vous n'en avez pas, que vous alliez le chercher là où il se trouve. L'avocat, au fond, les sondages le disent, les Français les détestent, mais ils aiment leur avocat. Et ce qui est absolument extraordinaire, on l'oublie souvent d'ailleurs, dans une démocratie, quand elle est en péril, les premiers qu'on touche, c'est les journalistes et les avocats. Alors vous avez cette chance, vous avez bien travaillé, vous avez été dans le moule, il faut maintenant en sortir très vite. Vous avez la connaissance, vous savez comment on fouille dans un code, il faut énormément travailler, énormément travailler. Il faut être fier de cette profession, il ne faut pas la galvauder. Avocat, c'est pas n'importe quoi. C'est un rempart, évidemment. Je note avec tristesse qu'il n'y a aucun juge ici. Ou peu, m'a-t-on dit. Très peu. Et ceux qui sont là, on va saluer leur présence. Ça souligne qu'ils sont extrêmement attachés à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Mais ils sont rares quand même. Hein. Ouais. Dans la grande famille judiciaire, on n'est pas toujours invité à la table. D'ailleurs, souvenez-vous que nous sommes auxiliaires. Moi, je ne suis pas auxiliaire de justice, je suis partenaire de justice. Je veux partie prenante dans le processus d'élaboration d'une décision. Voilà, je ne peux plus rien vous dire d'autre maintenant. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite bon vent. Je vous bénirai si je n'étais pas agnostique. Et je veux simplement vous dire que, au fond, ne pas dénoncer une injustice, c'est d'une certaine façon l'accepter. Et ça, voyez-vous, les avocats n'ont pas le droit de le faire. Merci à tous. Madame Jules Bretonnet. Bravo. Madame Florence Bucci. Madame Emma Barral, on est en pleine discrimination, il y a plus de femmes que d'hommes. Madame Claire Bascou, ça continue. Vous êtes 1 sur 5 à peu près. Félicitations. Un rescapé. C'est la parité. Félicitations. Vous voulez pas de photo non plus, ouais. Vous voulez une photo toute seule. Venez, vous allez... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, non. Bon, félicitations. Madame Catherine Boyer. Madame Claire Doux. Madame Justine Drouard-Vimont. Madame Fleur Gaborit. Je peux vous embrasser? Ouais, oui. Pourquoi cet accueil? Ah bon. Bravo. Madame Élise Farine. Bravo. Qu'est-ce qui se passe? Merci, monsieur. Ça va prendre 1 heure de plus là maintenant, hein? Madame Pauline Girer. Où va-t-on s'arrêter? Merci, merci. Merci. C'est jubilé, citations. Ah oui, prenez pas le diplôme de quelqu'un d'autre. Madame Pauline Heinrich. Et
Jovanovic. Mais là, ça ressemble vraiment à un baptême. Là, hein. Monsieur Hosseini Nassab Nadjar, avec une photo avec votre épouse, ça serait bien. Monsieur Béranger Jacquinet. Ouais, félicitations. J'ai la chance d'avoir un bâtonnier avec vous. Merci. Monsieur Pierre-Emmanuel Vist. Voilà, soyez digne de votre robe, soyez digne de votre parrain, et maintenant on peut aller boire.